Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité des championnats européens à retrouver chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va commencer en Ligue 1. Pas mal de choses à se raconter avec Elton Mokolo sur ce qui s'est passé lors de cette 13e journée, mais aussi une projection à faire, bien évidemment, sur les matchs du PSG et de l'OM, notamment en Ligue des Champions la semaine prochaine. Un focus particulier sur l'Olympique de Marseille qui est dos au mur en C1. Il faudra absolument gagner contre Newcastle. Newcastle, justement, ce sera l'objet de l'un de nos sujets de discussion avec Philippe Auclair, notre spécialiste du football anglais. À quoi faut-il s'attendre du côté de l'OM de la part d'une équipe assez irrégulière mais capable de gros coups en Première Ligue comme en Ligue des Champions? On va demander ça à Philippe. Et puis Philippe va évidemment revenir sur cette nouvelle défaite de Liverpool en Première Ligue. Arne Slot est-il en danger? On va lui poser la question. On terminera ce Tour d'Europe du côté de l'Espagne. Un mot sur le Barça qui a retrouvé son Camp Nou adoré. On va voir que ça change pas mal de choses en Catalogne. Et un mot sur le Real, bien évidemment, un Real accroché à Elche et des choix de Xabi Alonso qui posent énormément de questions. L'entraîneur espagnol est sous le feu des projecteurs. On va poser quelques questions à Anna là-dessus. Voilà pour le programme. Petit rappel, vous pourrez aussi retrouver les meilleurs moments de cette émission en petite pastille vidéo sur le site d'eurosport.fr. Vous avez le rappel, vous avez le programme. On est prêt, c'est parti. Allez, on commence ce Tour d'Europe en Ligue 1 avec notre spécialiste du football français, Elton Mokolo. Salut Elton. Le week-end a été animé en Ligue 1. On s'est régalé. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Alors on avait le sentiment que les acteurs de Ligue 1 avaient à cœur de revenir après cette trêve internationale, une trêve internationale qui a été quand même animée, mais on a quand même vu de très bonnes choses, du côté de la Ligue 1, avec quand même des enseignements à tirer. Ouais, des enseignements dans le bas de tableau déjà, on va commencer par ça. Il y a quelques semaines, tout le monde ou presque imaginait le FC Metz descendre directement. Là, les Grenats ont perdu ce week-end, mais force est de constater que le suspense est vraiment entier dans cette course pour le maintien avec un multiplex assez fou dimanche. Oui, le suspense reste entier. Il faut savoir que Metz, on l'avait raconté avant la trêve internationale, mais c'était la seule équipe de Ligue 1 à avoir 3 victoires de suite, avec notamment la victoire contre Nice qu'on avait décryptée. On a toujours parlé d'un secteur offensif qui pouvait apporter notamment quelque chose tout au long de la saison, que ce soit avec Gauthier Hann, que ce soit avec Habib Diallo. Et donc là, on a vu Metz en capacité justement d'aller arracher des victoires qui ont été très importantes, des victoires référence, on pourrait dire, même si ce week-end sert à nous rappeler que rien n'est acquis et que Metz va devoir se battre jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière journée pour valider son maintien. Dans le haut du tableau non plus, rien n'est acquis, mais on commence peut-être à y voir un peu plus clair, notamment sur le podium, parce que l'un des matchs qui nous intéressait le plus dans cette journée, c'est ce Lens-Strasbourg remporté par les Saints et Or, 1-0. Clairement, on ne voyait pas Lens à cet endroit-là, enfin à ce niveau-là du classement, à ce moment-là de la saison. Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut, selon toi, pour perdurer à ces hauteurs-là? Pour moi, Lens est un candidat à l'Europe. Et donc, quand on dit l'Europe, on peut parler de Ligue des Champions parce qu'on l'a vu que ce soit la saison 2023-2024 avec Brest, la saison dernière avec l'OGC Nice. Pourquoi Lens ne pourrait pas s'inscrire dans ce chemin-là? D'autant plus que Lens est bien placé pour savoir. Ils ont déjà réussi cet exploit en 2022-2023 en terminant vice-champion de France. Là, ça me paraît un peu plus compliqué dans la mesure où il y a l'Olympique de Marseille. Mais maintenant, le contenu ne ment pas, le classement ne ment pas. Il est question de la 13e journée. Et donc, on voit Lens qui, à 4 journées de la trêve hivernale, Lens a quand même 6 points sur le 4e. Ouais. 5 points, si je dis pas de bêtises. En tout cas, le même nombre de points que l'OM. Exactement. Donc, par rapport à ça, du côté du RC Lens, oui, il est permis de rêver, il est permis de penser que par rapport à son effectif, par rapport à ce que peut apporter Pierre Sage, aujourd'hui, Lens est un candidat de la Ligue des Champions. Il y a une autre équipe qui peut se permettre de rêver à l'Europe alors qu'on la voyait penser à un futur entraîneur il y a encore quelques semaines, c'est le Stade Rennais. Le Stade Rennais d'Habib Beye, c'était l'autre match qu'on regardait avec un œil particulier, ce Rennes-Monaco, 4-1 pour les Bretons. Alors, peut-être avant d'évoquer Habib Beye, on va quand même évoquer le retour de Paul Pogba sur les terrains. Ça, c'est quand même une formidable nouvelle, Elton. Il y a une image qui ne trompe pas. Alors oui, évidemment, au moment de son entrée, il y avait 4-0. Et donc forcément, l'ambiance était plus propice justement à souhaiter la bienvenue. Mais enfin,
Paul Pogba transcende les clubs français. Paul Pogba a transcendé le public et le public lui a lui a donné une ovation qui pour moi était méritée, était quand même bienvenue pour Paul Pogba. Alors Ouais. même si on rappelle, il a été suspendu, et ça fait toujours de plaisir de voir un patrimoine du football français revenir à la compétition, revenir après cette période de suspension. Donc c'est vrai que c'était l'une des images de cette journée de Ligue 1, le retour de Paul Pogba, même si c'est le jour d'une défaite de Monaco. Bien évidemment qu'il aurait préféré que ce soit un retour un peu plus positif à tous les niveaux, mais sur un point de vue personnel, on peut déjà dire que c'est une victoire pour Paul Pogba. Maintenant, le plus dur arrive, Ouais. continuer, enchaîner les convocations, enchaîner les matchs. C'est tout ce qu'on souhaite à Paul Pogba après ce retour. Alors c'est un très maigre échantillon, mais ça t'a inspiré quoi, ces premières touches de balle à Pogba? Après, c'est vrai, on pourrait dire, pour être très optimiste, quand il était sur le terrain, Monaco a gagné 1-0. On pourrait être optimiste. Mais oui, il y a eu des transversales, mais en fait, c'est un échantillon qui est trop petit pour Bien sûr. pouvoir juger Paul Pogba. Mais attention, on pourrait le voir dans les jours à venir parce qu'il y a la Ligue des Champions Ouais. et il y a un match contre le PSG qui arrive. D'ailleurs, ouais, la séquence va être importante pour l'AS Monaco de Pocognoli parce que là, ça commence à être un peu difficile au niveau des résultats et de la dynamique. Bah oui, c'est un classement qui est difficile, 8e du championnat pour l'AS Monaco, un championnat qui est en adéquation, enfin qui est la réalité de cette équipe qui a du mal à avoir des séries positives, qui est capable de retomber dans ses travers. C'est la deuxième fois de suite que je prends 4 buts. Ça, sincèrement, c'est quand même très dommageable. Même si, encore une fois, pour entre guillemets, et on va parler du Stade Rennais, pour Ouais. entre guillemets contrebalancer, la première période, on ne peut pas dire que Monaco soit bien heureux parce qu'ils ont quand même des occasions Tout à fait. pour ouvrir le score. On peut dire qu'il y a un mini braquage du côté du Stade Rennais, mais après, derrière, c'est la réalité d'un match. Et Monaco, on a eu le sentiment qu'ils n'ont jamais réussi à inverser notamment cette situation après le 1-0 et qu'ils ont craqué encore une fois. Ouais, victoire 4-1 à l'arrivée pour Rennes. Il y avait déjà eu ce succès 4-1 contre Strasbourg. Ça commence à faire de belles références pour un Habib Beye qu'on annonçait voilà, sur la sellette et même plus que ça. Elle est belle finalement l'histoire d'Habib Beye qui est assez fidèle à ses idées et qui permet à ce Stade Rennais de se relever. Oui, alors je viens de l'évoquer pour le Stade Rennais. Ça a été quand même une première période qui a été plutôt difficile à tel point que je me disais qu'ils allaient finir par prendre un but. Ouais. Mais comme le disait un célèbre philosophe argentin, accessoirement entraîneur de football, Marcelo Bielsa, à la fin tout s'équilibre. Le manque de réalisme qu'on reprochait à Rennes les journées, les semaines précédentes, et ben ce réalisme est en train d'arriver parce que sur un match qui était compliqué, ils ont ouvert le score et ils ont rapidement marqué Ouais. le second but, notamment au retour des vestiaires. Et maintenant c'est une très bonne série pour Rennes qui demande confirmation parce que le classement de Rennes est beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on peut attendre du côté de ce club. Et après, il y a des joueurs qui impactent, des joueurs qui sont en train de se mettre en avant. Moi, je les appelle, Arthur, les enfants de la crise, que ce soit Jérémy Jacquet, Aïd Boudlal, Djaoui Cissé, des jeunes Ouais. qui sont en train de montrer toute leur qualité, match après match, journée après journée, et même globalement un collectif qui répond présent, articulé autour de Valentin Rongier, etc., etc. Maintenant, Rennes a fait le plus dur pour moi dans le fait qu'ils se sont redressés au niveau comptable. Maintenant, il faut de la continuité avec des matchs qui vont être très intéressants, qui vont venir très rapidement, notamment une rencontre contre le PSG qui va arriver dans pas très longtemps. Le PSG, justement, effectivement, arrivera bientôt. Mais d'abord, Paris aura son match de Ligue des Champions contre Tottenham à gérer. Ce sera mercredi soir. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une certaine pression pour Paris, d'une certaine obligation de résultat après cette défaite contre le Bayern assez claire, assez nette? Là, ce serait quand même pas une très bonne idée de continuer de perdre des points en route. Est-ce qu'il y a une petite pression quand même sur les épaules de Paris là? Il y a toujours une petite pression du côté du PSG à partir du moment où tu es tenant du titre, donc tu es particulièrement attendu sur la scène européenne. Maintenant, si les Parisiens veulent être optimistes, ils t'expliqueront que la saison dernière, à cette période de l'année, ils étaient quand même moins bien avancés que cette saison. Ils ont quand même 9 points. Ils ont encore leur destin Ouais. en main pour la qualification directe via le top 8. Mais maintenant, c'est vrai que le match contre Tottenham, il y aura une petite pression parce que c'est retour au Parc des Princes en Ligue des Champions. Bon, même s'ils avaient déjà joué contre le Bayern. C'est Tottenham, un adversaire que tu as affronté lors du premier match de la saison 2025-2026 à l'occasion de la finale de Super Coupe d'Europe. Donc, on attend un PSG qui soit convaincant, un PSG qui retrouve la victoire
pour se rapprocher davantage du top 8, avec notamment, on va voir notamment au niveau de l'infirmerie, et surtout au niveau de la convocation officielle, si on aura par exemple le retour d'Ousmane C'est Dembélé. ça, justement, j'allais t'en parler. À l'heure où on tourne ce lundi matin, il y a toujours une interrogation qui demeure à ce niveau-là. Question tout simple, est-ce qu'il faut faire jouer Dembélé sur cette rencontre-là si lui se sent apte? Parce qu'on a forcément l'exemple du Bayern en tête encore. Oui, c'est sûr que par rapport à l'exemple du Bayern, le PSG pourrait se montrer prudent. Maintenant, j'ai envie de croire que la trêve internationale a permis justement à Ousmane Dembélé de se reposer. Et encore une fois, il y a eu le match contre le Havre où on n'a pas forcé son retour. Et globalement, dans la gestion du cas Ousmane Dembélé, le PSG s'est toujours voulu précautionneux. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même, il y a quand même une sacrée coïncidence dans le fait que les retours d'Ousmane Dembélé sont surtout en Ligue des Champions, Ouais. pas forcément à travers la Ligue 1. Mais je pense qu'il sera dans le groupe, mais pas nécessairement titulaire. Encore que Luis Enrique nous a appris à nous surprendre, comme il l'avait fait face au Bayern, et malheureusement, la surprise n'avait pas marché. Elton, on va faire un point sur l'OM, forcément, parce que des 3 clubs français engagés en Ligue des Champions cette semaine, c'est certainement celui qui a le plus la pression. Un Olympique de Marseille qui n'a pris que 3 points depuis le début de sa campagne, qui est 25e, donc hors des places même de prétendants au barrage. Avec ce qu'on a, avec le bilan actuel de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu vois Marseille se qualifier, au moins accrocher les barrages pour la suite de la compétition? Je vois l'Olympique de Marseille être dans les barrages. Maintenant, il va falloir gagner des matchs. Il peut y avoir une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, c'est que malgré 3 défaites en 4 matchs, tu restes 25e parce que cette année, en ce qui concerne la Ligue des Champions, ou plutôt sa phase régulière, ça va très vite par le haut. Mais Ouais. par contre, sur les fameuses places, les dernières places qualificatives pour les barrages, ça va pas si vite. Si bien que l'Olympique de Marseille, malgré 3 défaites, ce qui aurait pu être, entre guillemets, beaucoup plus embêtant, l'Olympique de Marseille n'est que 25e. Maintenant, pour l'Olympique de Marseille, il reste 4 matchs. Il y a la réception de Newcastle, il y a la réception de Liverpool, et il y a 2 déplacements en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise et contre Bruges. Il va falloir prendre des points, à commencer par ce match contre Newcastle, où clairement l'Olympique de Marseille est dos au mur. Alors, il n'y aura pas Didier Drogba pour le coup, mais il va falloir, contre Newcastle, montrer que l'Olympique de Marseille, par rapport à ce début de campagne, a été parfois malchanceux sur certains matchs, avec notamment ce qui s'est passé contre Bergame. Il va falloir gagner un match contre une équipe. Il y a 2 réalités différentes quand on parle de Newcastle. Ça veut dire quoi? Newcastle à domicile, une équipe qui est déjà dans le top 8, une équipe qui a remporté 2 matchs à domicile, et Newcastle à l'extérieur, une équipe qui, cette saison, a remporté seulement 1 match à l'extérieur. Il se trouve que c'est en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise. Il y a clairement 2 Newcastle, c'est-à-dire une équipe qui est intense à domicile, c'est très compliqué, il y a beaucoup de pressing, beaucoup de pression, et une équipe à l'extérieur qui est beaucoup plus friable. À l'Olympique de Marseille d'en profiter et d'avoir ce rebond attendu pour se qualifier, pour être dans la course au barrage et se qualifier. Ouais, je pense que Philippe va nous en parler encore plus en détail de ce Newcastle dans la foulée. Mais effectivement, Newcastle a l'air d'être un adversaire à la portée de cet OM. Mais c'est aussi ce qu'on disait du Sporting, c'est aussi ce qu'on disait de l'Atalanta. Et force est de constater que l'OM n'arrive pas à gagner ces matchs-là qui semblent à sa portée. Alors, tu parlais d'effet de jeu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu dans la bouche des dirigeants marseillais, forcément. Roberto De Zerbi te parlera, lui, des absents, de l'infirmerie. Mais il manque certainement autre chose aussi à cet OM. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus dans le contenu pour arriver à faire basculer ces matchs-là? Déjà, il y a des choses qui peuvent être réglées, enfin, elles peuvent être réglées de manière théorique pour l'Olympique de Marseille. Les entames de match qui sont beaucoup plus poussives. On l'avait vu au Bernabéu, on l'a vu contre l'Atalanta, où les 20 premières minutes n'ont pas été forcément bonnes. Je n'oublie pas aussi le début de match contre le Sporting, même s'il y a cette ouverture du score d'Igor Paixão. L'entame de match peut conditionner la suite, à savoir un Olympique de Marseille qui, s'y arrive à marquer rapidement, peut être beaucoup plus à l'aise dans son jeu, peut justement beaucoup plus gêner l'adversaire, tandis que si l'Olympique de Marseille fait une entame de match qui est moyenne, voire insuffisante, ça peut conditionner la suite de son match. Donc l'entame de match qui sera primordiale, aussi cette capacité à être réaliste, pour l'Olympique de Marseille. Et enfin, minimiser les temps faibles. Parce qu'on a vu du côté de l'Olympique de Marseille, quand il y a eu un temps faible, ça coïncide très souvent avec des buts. On l'a vu contre Lisbonne,
On l'a vu au Bernabéu, notamment quand il y a eu un temps faible, il y a eu ce fameux penalty, même si c'est un penalty où il pourrait y avoir des discussions. Mais c'est la Ligue des Champions, c'est une réalité qui est implacable, une réalité où il faut être à 100% parce que le 99% ne suffit pas. Effectivement, il faudra aux hommes de Zerbi d'être à 100%, c'est une certitude. Merci Elton pour toutes ces analyses. On aura un œil très très attentif forcément sur ce qui se passera au Vélodrome mardi soir. On te souhaite une très belle semaine de football européen et nous, on va aller justement rejoindre Philippe pour qu'il nous en dise un peu plus sur ces Magpies. Allez, on poursuit notre tour d'Europe en Première Ligue et on rejoint notre spécialiste du football anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, on a beaucoup de choses à se raconter ce lundi, le programme est dense, la journée de Première Ligue a été dense aussi. On va commencer par le plus frais, ce derby de Londres largement remporté par Arsenal, triplé d'Eberechi Eze, et puis on avait forcément, nous, côté français, un œil attentif sur le Tottenham qui affrontera le PSG en Ligue des Champions, un Tottenham assez décevant. Je te laisse nous débriefer cette rencontre, Philippe. Alors écoute, si c'est le même Tottenham que vous voyez face au PSG, je pense que le PSG, malgré toutes ses absences, ses blessures, ses petits problèmes de méforme, etc., il n'y aura aucun problème parce que c'était catastrophique d'entrée de jeu. Thomas Frank avait décidé d'aligner son équipe en 5-4-1 avec un bloc défensif super bas. Et je ne vois pas très bien comment il pourrait faire autrement contre le PSG au passage. Et du coup, ils étaient là pour prendre les vagues. C'était une digue en espérant que l'océan, excuse-moi, en espérant que cette digue pourrait résister aux vagues de l'océan. Ça marche pendant quelques minutes et puis que dès que les vagues ont passé les défenses, c'est terminé. Et ce qu'on a vu franchement de la part de Tottenham, tu m'excuses de commencer par eux, mais c'était assez consternant. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à écouter Thomas Frank ou Vicario ou d'autres joueurs des Spurs s'exprimer après la rencontre. Tu verras qu'en fait, tous ont présenté leur excuse aux supporters des Spurs qui étaient venus au stade d'Arsenal. C'était franchement une performance très en deçà de ce en quoi on pouvait s'attendre, surtout que Tottenham à l'extérieur était plutôt bon depuis le début de la saison. C'était même d'ailleurs le domaine dans lequel il y avait le plus de satisfaction. Et du côté des Gunners, ma foi, on a vu un bon Arsenal avec ce qui sera sans doute mettra du baume au cœur de Mikel Arteta, des joueurs qui sont de retour, au moins sur le banc, et des joueurs qui sont tout près d'être sur le retour, comme Gabriel Martinelli et Martin Odegaard. Menoni Madueke est là. Riccardo Calafiori, qui avait été blessé avec l'Italie, était sur le terrain et s'en est très très bien tiré au passage. Et puis évidemment, la vedette du show, ça a été Eberechi Eze. Quand même une histoire assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu la connais un petit peu, mais c'est assez extraordinaire de voir que dans un derby où il y a très très peu de hat-tricks qui sont marqués, puisqu'en fait c'était le premier depuis 1978, tu te rends compte? Ah ouais. C'est un garçon qui est un fan d'Arsenal de toujours, qui avait commencé à l'académie du club, qui à l'âge de 13 ans s'était vu montrer la porte parce qu'on pensait qu'il n'avait pas tout à fait les moyens de réussir, qui avait ensuite poursuivi sa carrière à QPR, à Wycombe Wanderers, qui avait ensuite explosé à Crystal Palace et qui avait failli signer pour les Spurs jusqu'à ce que Arsenal intervienne à la toute dernière seconde du mercato estival pour le prendre. Donc tu imagines cette histoire qui est complètement dingo. Et le voilà qui marque 3 buts et des buts de belle facture en plus pour donner cette victoire à Arsenal par 4 buts à 1, qui a ravi les supporters, qui a ravi les spectateurs, qui a ravi Arteta, son staff, ses joueurs, qui n'aura pas ravi du tout Thomas Frank, qui ne l'aura pas rassuré non plus, et puis surtout qui permet, grâce à une excellente conjonction de résultats ce week-end, à Arsenal de reprendre ses distances en tête du classement avec maintenant 6 points d'avance. Oui, tout à fait. On va en parler justement parce que Manchester City, notamment, s'est incliné sur la pelouse de Newcastle, 2 buts à 1. Alors, on regardait le match plutôt côté Newcastle, là encore, avec notre œil français, parce que c'est le futur adversaire de l'OM en Ligue des Champions. Et on va te demander un petit peu de nous décrire cette équipe, parce que si on regarde un petit peu de l'extérieur, on voit cette 14e place de Première Ligue, un petit peu décevante sur le papier, mais on voit aussi un parcours quasi parfait en Ligue des Champions, on voit une capacité à battre des grosses équipes. Alors aide-nous à y voir un petit peu plus clair et à quoi l'OM doit s'attendre en Ligue des Champions face à eux. Alors écoute, je pense que Eddie Howe serait ravi de pouvoir te donner une réponse parce que très honnêtement, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe avec Newcastle, si ce n'est que ce qui est constant avec eux, c'est l'inconstance.
Il y a d'autre part une énorme différence entre le Newcastle qui joue à St. James Park et le Newcastle qui joue à l'extérieur. Regarde les Ok, résultats depuis le début de la saison. Tu verras que, mis à part, bon, il y a eu quelques problèmes, mais contre Liverpool et contre Arsenal, dans des matchs très accrochés au passage à St. James Park, mais le reste du temps, c'était presque un sans faute hein, pour Newcastle. Et on l'a encore vu ce week-end face à Manchester City. C'est pas une équipe, c'est une équipe qui fonctionne par à-coups, qui a d'excellents joueurs. Je pense que Voldemar, c'est pas moi qui vais. Je pense que David a dû t'en parler en long, en large et en travers déjà. Quand tu vois le milieu de terrain, quand tu as Guimarães, que nous connaissons, il n'y a pas besoin de pas faire présentation, et Sandro Tonali, tu te dis c'est du très très sérieux. Et tu regardes un petit peu comme ça partout dans toutes les lignes, tu as des joueurs. Les deux latéraux également, Livramento et Hall, sont d'excellents joueurs. Et c'est une équipe qui a du potentiel, qui est peut-être pas à 100% de ce à quoi ressemblerait un authentique prétendant au titre de champion d'Angleterre ou même une place en Ligue des Champions cette saison. Mais il y a de la qualité. Sur son terrain, ça fait très peur, mais et ce ne sera pas, si je ne m'abuse, c'est bien au Vélodrome que nous bien allons sûr. retrouver Newcastle. Et le Newcastle qu'on voit en déplacement, très honnêtement, si jamais tu les prends comme les ont pris d'autres équipes, je pense par exemple Brighton les a pris de cette manière-là. West Ham a battu Newcastle, Brentford a battu Newcastle. Et dans ces conditions, tu peux t'imaginer en effet, surtout sortant d'un match comme celui-là, qui aura pris beaucoup, beaucoup d'énergie aux joueurs de Newcastle, je pense qu'il y a un coup à faire. Et d'autre part, ce match contre Manchester City, je ne sais pas si tu partages la même opinion que moi, mais je pense que c'est un match dans lequel les faits de jeu ont été déterminants. Absolument, ouais. Il est pour moi évident qu'il y a eu deux pénaltys qui ont été refusés à Manchester City. Une faute grave d'ailleurs de Cher sur Phil Foden, un tacle absolument mais insensé dans la surface, qui le prend au niveau de la cheville avec les crampons en avant. Pas de Ouais. pénalty, il faudra qu'on m'explique un jour. Et puis la main qui aurait dû être donnée, la main de Thio, qui aurait dû être donnée et qui le serait dans quasiment tout autre match de champion d'Angleterre ou de Champions League, qui ne l'a pas été. Et ça s'est joué sur quasiment rien. Hein. Et du fait de cette équipe de Newcastle, tu vois, tu me demandes, tu vois, je t'en parle depuis 3 minutes, et en fait, je suis incapable de te donner une vraie réponse parce que c'est vraiment une équipe Janus. Par moment, c'est du très bon Newcastle, et quand c'est du très bon Newcastle, c'est super intense, c'est dangereux. À d'autres moments, c'est une équipe un petit peu fadouille et qui ne présente pas, qui ne propose pas grand-chose. Tu regardes le joueur qui était au début de la saison, peut-être celui dont on attendait le plus, Anthony Gordon. Ouais. Ben, on ne voit pas. Hein. Et ils vivent encore, bien évidemment, un été extrêmement compliqué avec un recrutement compliqué. On se souvient de l'affaire Isaac, tout ça, le fait qu'ils ont eu une pré-saison qui a été très compliquée. Mais derrière, en plus de ça, tu sens en coulisses, tu sens pas un engagement des propriétaires vis-à-vis du club comparable à celui qu'il était auparavant. Et du coup, il y a une D'accord. ambiance un petit peu particulière à St. James Park, tu vois. Autant, je veux dire, bon, on avait parlé de l'engagement qatari au PSG, on en avait douté, puis finalement, ils sont bien là. L'engagement saoudien, alors que les Saoudiens investissent dans le sport et les e-sports absolument à droite, à gauche, partout, devant, derrière. Là, Newcastle, c'est un petit peu du surplace. Ils sont un peu limités par les règlements du fair play financier, certes, mais tu sens un petit peu du surplace. Et tu as une équipe qui, très honnêtement, un jour va te sortir une performance comme ce qu'on a vu contre les hommes de Pep Guardiola et te dit attention, les gars, c'est du très sérieux, c'est très dangereux. Et puis un autre jour, tu vas les voir comme tu les as vus contre Brentford ou contre West Ham, et tu vas dire bah c'est pas des foudres de guerre, surtout quand ils ne sont plus sur leur terrain. Donc en l'occurrence, méfiance et confiance, je pense, du côté de Marseille. Bon, on suivra ça avec attention. En tout cas, l'OM aura sa carte à jouer, d'après ce que Mm. d'après ce que tu nous dis. On va ouvrir notre grosse page, Liverpool, encore une fois dans Tour d'Europe, Philippe, mais décidément les Reds, nous rendent Ah oui. bavards cette saison. Nous rendent bavards et nous rendent, un peu dubitatifs. On a un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Il y avait eu quand même assez récemment des rebonds contre Aston Villa en Première Ligue, contre le Real Madrid, en Ligue des Champions. On pouvait peut-être naïvement penser que ça allait mieux. Pour Liverpool, force est de constater pardon, que la rechute est assez spectaculaire. Défaite contre City, 3-0. Défaite surtout ce week-end, 3-0 contre Nottingham à domicile. Je te repose la même question que d'habitude, Philippe, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive encore là à un Liverpool en deuxième partie de tableau de Première Ligue? Bah, on va reprendre ce qu'on disait il y a 3 semaines, il y a 6 semaines, il y a un mois, 2 mois.
Heu, les problèmes sont d'abord des problèmes défensifs, Ouais, même si jamais on va beaucoup parler du fait que Mohamed Salah ne marque plus autant, qu'Alexandre Isak, c'est pas qu'il tarde à trouver ses marques, c'est qu'il n'a pas de marque à trouver en ce moment. Que Gakpo n'est plus le joueur qu'il était, qu'on se dit: «Bah, tout compte fait, c'est dommage d'avoir perdu Luis Diaz, voire Darwin Nunez» et cetera, tout ce genre de choses. Mais c'est derrière que ça ne va absolument pas. ouais, Écoute, tu prends le 3e but marqué par Nottingham Forest et j'avoue que quand je regardais ça, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je regarde des plots». Alors Slot vient de procéder à un changement avec, Gumoa qui est rentré, tu sais ouais, l'adolescent, qu'on avait vu marquer d'ailleurs de manière spectaculaire pour Liverpool en début de saison. Il le fait rentrer. Visiblement, il est un petit peu perdu, il n'a pas sa place il ne sait pas très bien comment se placer. Il y a une touche qui est jouée, apathie complète de Liverpool, l'équipe. Un ballon qui va une longue transversale qui parvient de l'autre côté du terrain et puis c'est Omari Hutchinson qui récupère le ballon et tu te dis: «Il a quand même 2 joueurs sur lui», mais il passe, quasiment au pas. Tu vois, c'est comme si tu étais sur un trottoir: «Ah pardon monsieur, pardon madame» et je passe avec mon cabas et tout le monde s'écarte et ensuite bon, il fait son centre, il tire, et c'est le 3e but de Morgan Gibbs-White, si je ne m'abuse, pour Nottingham Forest et tu te dis: «Mais cette défense s'est complètement liquéfiée» et c'est pas la première fois. On a encore vu sur le corner qui amène également le but de Murillo. Tu regardes un petit peu la façon dont ça se passe, mais c'est absolument hallucinant. À un moment, tu as un 4 contre 1 dans le milieu de terrain. 4 contre 1 en milieu de terrain et ce 4 contre 1 est perdu par Liverpool et quand le ballon va, un ballon dangereux, enfin à demi dangereux, va vers, le côté, vers l'aile gauche, l'aile droite en l'occurrence de Liverpool, Ibrahima Konaté, je m'excuse Ibrahima, on t'adore, mais franchement quelle saison! Au lieu de mettre le ballon en touche comme il peut le faire, il te balance un grand coup de pied, ça finit dans les tribunes, c'est un corner et sur le corner, il y a Murillo qui marque. Je veux dire, ouais. c'est du n'importe quoi et ça, c'est des choses, a priori, c'est là où tu te dis: «Il y a un problème avec Slot» parce que sur le terrain d'entraînement, tu devrais quand même être capable de rafistoler un petit peu tout ça, de te redonner un petit peu d'équilibre à ta défense parce que ce que l'on dit aujourd'hui, on le dit depuis le début de la saison. Alors je Ouais. sais, ils n'ont pas pu prendre Marguehi, je sais, ils ont eu des blessures, ils sont obligés de faire jouer Szoboszlai en arrière droit, et cetera, et cetera. Mais ça n'explique pas qu'on ait ces manquements défensifs absolument invraisemblables, alors que la solidité défensive de Liverpool autour de Virgil van Dijk, et avec le retour d'Alisson en plus, c'était Ouais. l'un des atouts qui avait permis à Liverpool de gagner le titre. Et là, tu ne les vois plus. Et ce que tu vois, c'est une équipe de Nottingham Forest qui arrive. Alors attends, qui par moment nous fait penser qu'elle joue comme le Brésil alors que c'est Sean Dyche qui est le manager. Il faut quand même le faire. Tellement il y a peu d'engagement physique de la part de Liverpool. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas vernis. C'est vrai que en début de match, tu as ce tir de McAllister, un sauvetage sur la ligne assez miraculeux. Tu te dis, bon, bah, si le but rentre, 1-0, c'est plus du tout le même match. Nottingham Forest est obligé de sortir. Tu te dis aussi le but de Murillo, c'est quand même dur à accepter qu'il soit accordé, dans la mesure où tu as un coéquipier qui est dans une position qui était exactement la position dans laquelle se trouvait Andy Robertson le week-end Ouais. dernier, lorsque c'est Virgil van Dijk qui a marqué de la tête, tu te souviens, et que le but avait été refusé pour un hors-jeu complètement. D'ailleurs, enfin, c'est un hors-jeu qui n'aurait pas dû être un hors-jeu. Derrière, les arbitres, l'arbitrage anglais se réunit, dit le but aurait dû être accordé, et à cause du but qui a été refusé à Liverpool, le but est accordé contre Liverpool le week-end suivant. Tu te dis, c'est Ouais, comme non, s'il y avait une c'est terrible. conspiration. Ouais. C'est terrible. Et tu te dis, mais comment on fait pour sortir de cette dynamique? Et justement, Arne Slot disait en conférence de presse, ça ne pourra pas être comme ça toute la saison. On va pas, il parle Non, aussi de l'efficacité de son équipe. On ne pourra pas rater toutes les occasions cette saison et les équipes adverses ne vont pas mettre chacune de leurs occasions contre nous jusqu'à la fin c'est de la exact. saison. Sauf que là, on est quasiment à un tiers du championnat, que finalement Oui. les mêmes problèmes se répètent. Alors est-ce que les conséquences vont finir par être différentes? Est-ce que la pression commence à s'intensifier autour d'Arne Slot? Est-ce qu'on commence déjà à remettre en question son travail voilà, les solutions qu'il ne trouve pas? Alors écoute, oui, on discute de son travail. Mis à part quelques allumés sur Internet, je n'ai pas encore vu de gens sérieux dire il faut se séparer d'Arne Slot parce que c'est lui qui est la cause de tous nos maux.
Mhm. Non, il a quand même été champion d'Angleterre et avec la manière Bien sûr. l'année dernière. Le problème, c'est qu'il a du mal à assurer cette transition parce qu'en fait, tout le monde le sait, la saison de transition, c'est pas celle qui a suivi le départ de Jürgen Klopp parce qu'en fait, ils ont continué sur la même lancée. Et le problème, c'est la transition avec un nouvel effectif, avec des joueurs beaucoup plus jeunes, très très gros investissements, euh, des joueurs clés qui sont partis, des joueurs clés qui sont également un petit peu sur le déclin. Même si je trouve qu'on a été un petit peu sévère, Mo Salah a encore pris beaucoup de critiques après cette défaite contre Nottingham Forest. Et en fait, je trouve que des attaquants de Liverpool ce jour-là, il a été le plus dangereux, même s'il n'a pas marqué. Mais ce qu'il a raison de dire, c'est que ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Mais souviens-toi, n'est-ce pas ce que nous disions au début de saison, quand Liverpool gagnait tous ses matchs à la 94e ou Oui. 98e minute? On se disait, oui, c'est fantastique, ils sont en tête du championnat, quel caractère, machin, etc. Ils prennent beaucoup de buts, mais ils arrivent à trouver des arguments. Et on disait, ouais, mais ça ne va pas durer comme ça éternellement, parce qu'il y a bien un moment où la corde va craquer. Alors, on peut prendre le même argument, c'est vrai, en disant, oui, Liverpool domine. Là, tu prends encore, je sais qu'on parle beaucoup d'expected goals. Euh, D'ailleurs, au passage, tu m'excuses de revenir sur le derby du nord de Londres. Si Tottenham avait le même nombre d'expected goals qu'ils ont eu contre Arsenal, dans tous leurs matchs, il faudrait attendre 17 matchs pour qu'ils marquent un but. Voilà, c'était une stat que je te file que j'ai trouvé assez drôle. Dans le cas de Liverpool contre Nottingham Forest, en fait, ils étaient à 2 expected goals contre 1,4. Donc, en termes d'occasions franches qui se sont créées, Liverpool s'est créé davantage d'occasions que Nottingham Forest. La différence, c'est que Nottingham Forest s'est montré complètement enfin, dans la finition absolument imparable. Et tu te dis, en effet, ça peut changer. Mais malheureusement, tu en parlais, on pensait que le déclic, ça serait peut-être cette victoire. Bon, on parlait du match contre Villa, du match contre le Real, mais Mhm. les problèmes essentiels, les problèmes chroniques de Liverpool demeurent. Et le problème, c'est cette défense qui n'en est pas une, qui laisse passer, qui est beaucoup, beaucoup trop de buts, qui n'est pas suffisamment protégée par son milieu. On avait pensé un moment qu'Orian Gravenberch serait la solution parce que tu n'as pas véritablement, en dehors peut-être de Endo, tu n'as pas véritablement de demi à vocation défensive, Ouais. l'équivalent d'un Zubimendi ou d'un Rodri, tu vois, de ce genre de joueur, voire même d'un Fernandez. On n'a pas l'équivalent de ce joueur à Liverpool. Et alors, si tout le monde fait son boulot, ça passe. Mais quand on ne le fait pas, ce qui était par exemple le cas d'Alexis McAllister, qui franchement n'était pas bon du tout dans son travail défensif, tu te dis, il y a un vrai problème, un problème d'équilibre. Et malheureusement pour Liverpool, si tu veux, leur vista offensive, leur capacité de dominer les matchs, de créer des occasions, n'est pas suffisante pour masquer les problèmes qu'ils ont quand ils ne sont pas en possession du ballon et la façon dont ils sont exposés sur les coups de pied arrêtés, comme ils l'ont encore été contre Nottingham Forest, et sur les phases de transition assez rapides en contre-attaque. Et tant que Slot n'aura pas trouvé de réponse à ça, il aura un problème. Et encore une fois, tu le disais, on est quand même bien avancé, on arrive au tiers de la Ouais. saison quasiment. Et ce genre de problème, bah, tu les résous sur le terrain d'entraînement. Je dirais pas que c'est Oui, ça n'est pas compliqué en ce sens que c'est difficile, c'est du boulot, mais ça n'est pas compliqué. C'est le b.a.-ba du métier d'entraîneur. Il faut absolument qu'il trouve un moyen que cette défense, que cette digue dont on parlait, soit autre chose que des remparts de sable qui disparaissent dès qu'il y a 3-4 vaguelettes qui les percutent. Bon, en tout cas, ouais, ça fait un bilan, si je dis pas de bêtises, de 6 défaites Ouais, sur les 7 derniers matchs de Première Ligue pour Liverpool. Donc ouais. il est grand temps de réagir. On verra cette semaine en Ligue des Champions comment les Reds se relèvent de ce nouveau revers. Merci en tout cas, Philippe. Ça a été dense, on l'avait annoncé. On te souhaite une Ouais. belle semaine de football européen et puis on te retrouve lundi prochain. Allez, on termine ce tour d'Europe en Espagne et on rejoint notre spécialiste de la Liga, Anna Caro. Salut Anna, j'espère que le week-end a été bon. Ça va être assez simple, on va parler du Barça et du Real ce lundi et on va commencer par les Catalans qui sont largement imposés 4-0 face à Bilbao. Bon, la vraie nouvelle dans tout ça, c'est quand même que le Barça était de retour au Camp Nou et ça change beaucoup de choses pour les Catalans, Anna. Oui, c'était un match, très attendu parce que depuis le début de saison, voilà, ce retour au Camp Nou, c'est un peu un sujet, de tous les week-ends, de savoir est-ce que c'est ce week-end où enfin le Barça va rejouer, au Camp Nou? Ça a été, même, annoncé plutôt tard, hein, parce que finalement si on Ouais. regarde, l'Atlético
club, quand ils annoncent le futur match face au Barça, ils disent: «Bon, bah, on sait pas dans quel stade c'est». Voilà, il y a pas écrit le stade sur la fiche, de l'Athletic Club. Alors, en fait, c'est une question simplement d'autorisation parce que le Barça, devait normalement accueillir une première fois avec 60 000 personnes. Finalement, voilà, cette autorisation de 60 000 a été repoussée. C'était seulement 45 000 personnes qui étaient autorisées au Camp Nou parce qu'ils ont divisé la première autorisation, on va dire, de travaux, pour pouvoir ouvrir le plus rapidement possible. Parce que pour l'instant, le Barça jouait à Montjuïc, a joué dans le stade aussi de la Réserve et tout ça, c'est du coup, c'est de la perte d'argent pour le Barça parce que jouer, Bien sûr. dans le stade de la Réserve, bon, bah, c'est tout petit. Jouer au Montjuïc, ça implique de louer le stade, de le configurer aussi aux couleurs du Barça, ce qui coûte assez cher au club et donc finalement, ce retour au Camp Nou, il est très important d'un point de vue déjà historique parce que voilà, ça faisait 909 jours que le Barça n'avait pas joué dans ce stade-là, mais aussi parce que, il y avait, un besoin économique, purement économique de retrouver ce stade. Alors pour l'instant, ça se fait, bah, enfin, il y a que 45 000 places, donc voilà, on est loin des 105 000 places qui sont annoncées et de tout ce que ça devrait rapporter ensuite au Barça. Mais, c'est le début, c'est une première pierre. Ça s'est en plus très bien passé d'un côté sportif parce que voilà, victoire 4-0, le Barça qui se rapproche du Real au classement et tout s'est plutôt bien passé aussi, ce qui est qui était une des craintes des pouvoirs publics notamment. Alors non, parce qu'ils ont accordé la licence, mais quand même de savoir si, le niveau organisationnel, ce Barça pouvait recevoir dans ce Camp Nou qui est encore en travaux. On le voyait sur les plans, il y a Ouais. encore, les grues qui sont mises en place et cetera. Donc c'était pas mal de challenges à relever de la part du Barça. Ça s'est fait clairement plus tard que prévu parce que le Barça aurait dû commencer en septembre à jouer au Camp Nou. Mais voilà, on arrive, fin novembre et les prochains matchs du Barça se joueront à domicile, à la maison, comme, l'a très bien, rappelé le club à de multiples reprises ce week-end. On a une idée de quand les travaux seront complètement finis dans ce Camp Nou? Quand est-ce qu'il va, voilà, avoir sa capacité maximum? Alors, selon les premières estimations, le Camp Nou sera totalement fini à la fin de la saison prochaine. C'est-à-dire Ah avec le ouais. toit et cetera et tout ce que ça implique, les écrans, parce que, beh, évidemment, le fait de jouer dans le stade, limite, aussi une partie des travaux parce qu'on peut pas travailler, enfin, les ouvriers peuvent pas travailler aussi vite que prévu. Normalement, les tribunes devraient finir d'être installées, cet été. Ouais. Et c'est après, du coup, tout ce côté peut-être plus design, on va dire, du stade qui devrait être fini à la fin de la saison suivante. Après, ça reste des dates que le club avait avancées il y a quelque temps et voilà, le fait est qu'ils ont pas pu forcément s'y tenir pour ce début de saison. Il y a pas une envie non plus d'accroître la pression autour de l'entreprise qui gère tout ça parce que, bah, voilà, Mmh. les délais ont pas forcément été tenus. C'est aussi un sujet d'actualité politique parce que, côté de la mairie, de Barcelone, il y aurait certains opposants à Laporta qui feraient traîner certaines autorisations. On arrive aussi dans une période d'élection pour Laporta, donc en fait, c'est un sujet qui, dépasse même le cadre pur de la construction et c'est vrai que bon, ça risque de traîner encore un peu, mais si à la reprise de la saison prochaine, il y a 105 000 places, ce sera une très grosse nouvelle pour le Barça et pas mal pour ses finances aussi parce que tout ça, c'est des feux verts, aussi, au niveau du fair play de la Liga qui vont être débloqués ensuite et qui permettront, d'avoir des joueurs, des salaires et cetera et cetera. Bon, pour finir sur le Barça, côté terrain, on a vu une victoire assez aisée. On avait aussi un très, très bon Lamine Yamal notamment, 2 passes décisives de très grande qualité. On revoit de l'excellent Yamal là depuis quelques semaines. Oui, parce qu'il a eu le temps de se remettre, un peu de sa pubalgie. Alors est-ce qu'il est complètement guéri? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais, Ouais. c'est vrai que le fait de ne pas avoir été convoqué avec la sélection espagnole, enfin d'avoir été convoqué, mais de ne pas avoir été au rassemblement, ça lui a donné du temps, lui, de se remettre un peu. On sait qu'il a subi quelques, opérations, alors pas, dans le sens chirurgical, mais voilà, quelques, actions médicales pour, limiter, l'expansion de sa pubalgie et c'est vrai qu'il s'en ressort plutôt très bien. Hansi Flick a dit en conférence de presse qu'il avait lui aussi Lamine Yamal changé quelque chose au sein de sa préparation OK. pour, être plus prêt. Il s'est lui-même filmé, dans sa salle de sport au sous-sol parce que ça a été pas mal ébruité par la presse, mais il a déménagé dans une grande villa qui était l'ancienne villa de Piqué et tout le sous-sol enfin tout le -1 de cette, villa est dédié purement à son aspect physique, à sa rééducation et cetera et cetera. Donc on va dire qu'il a
tous les outils en main pour aller mieux. Après, bon, évidemment, ça reste, médical, mais c'est vrai qu'on a vu un très, très bon Lamine Yamal et on a envie de dire, pourvu que ça continue parce que c'est vrai que ça réussit quand même très, très bien au Barça d'avoir un Lamine à ce niveau-là. Bon, un excellent week-end pour le Barça, un petit peu moins, beaucoup moins même pour le Real Madrid. Accroché sur la pelouse d'Elche dimanche soir, 2 buts partout. Match assez spectaculaire, équipe d'Elche extrêmement séduisante. Mais à l'arrivée, ça fait un troisième match de suite, toute compétition confondue, sans victoire pour le Real. Un deuxième match nul de suite en Liga. Et ce qui ressort, j'ai l'impression, ce lundi matin, c'est quand même les choix de Xabi Alonso qui ont été relativement incompris, relativement surprenants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, alors, dès l'annonce de la compo, il y avait quand même une grosse question parce qu'il y avait 5 défenseurs annoncés, dont 3 latéraux avec, Ouais. Carreras, Garcia et Trent Alexander-Arnold qui était de retour du coup lui dans la compo. Donc, comment allait jouer ce Real Madrid? C'est vrai que c'était un choix très, très surprenant, d'autant qu'en plus ça impliquait que Vinicius était sur le banc, alors que Ouais. Vinicius commence à retrouver un niveau, assez sympa, on va dire, surtout dans les gros matchs. Donc c'était beaucoup de questions, avant le coup d'envoi et finalement, pas beaucoup plus de réponses après le coup d'envoi parce que, Fran Garcia, lui, était bien, ailier gauche à la place de Vinicius, et que, en fait, finalement, ce milieu de terrain, du Real Madrid avec seulement, 2 milieux de terrain finalement puisque Bellingham joue en attaque, était, très, en difficulté, on va dire, hein, tout simplement, face à Elche et il y a eu une nette différence finalement, ouais, entre cette équipe d'Elche qui, pour le coup, produit vraiment un très beau football, alors que c'est une équipe qui est promue, Ouais. et qui a vraiment montré, tout son jeu finalement, toute sa palette, sa palette tactique, et en face, on avait un Real Madrid qui semblait, littéralement perdu, qui savait pas vraiment à quoi il jouait, mais parce qu'il y avait aussi ce changement de système, un peu surprise, on va dire et c'était assez flagrant de regarder ces 2 équipes s'affronter. Finalement, le score, ce score, final, on va même dire que le Real Madrid s'en sort plutôt bien parce que si on regarde, Ouais. les avis des observateurs et du coup des spécialistes d'arbitrage, ils sont quasiment tous unanimes pour dire que le dernier but du Real, le but de l'égalisation du 2-2 aurait dû être annulé pour une faute, préalable de Vinicius sur Iñaki Peña. Ouais, un Real qui s'en sort bien et un Real effectivement qui séduit pas vraiment. On parlait dans Tour d'Europe il y a quelques semaines ensemble de cette victoire dans le Classico qui aurait pu être un déclencheur dans l'aventure de Xabi Alonso au Real. On a l'impression que c'est un peu l'inverse. Depuis, le Real déçoit et globalement, eh ben, le technicien espagnol, il a du mal à imprimer sa patte tactique à cette équipe. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on l'analyse en Espagne? Alors oui, évidemment, il y a un côté, tactique de dire, voilà, qu'est-ce que a mis en place Xabi Alonso depuis qu'il est arrivé et c'est vrai que si on compare l'équipe avec celle qu'avait, Carlo Ancelotti avant, finalement pas grand-chose. Les 2 équipes, n'ont pas beaucoup changé. Je dirais même que si on prend purement d'un point de vue, l'équipe telle qu'elle était hier à Elche et l'équipe telle qu'elle était en fin de saison, donc avant la coupe du monde des clubs sous Carlo Ancelotti, on pourrait presque même croire que l'équipe a régressé. Mais Ok. au-delà de ça, il y a le choix que fait, par exemple, Xabi Alonso de mettre, Fran Garcia titulaire en ailier gauche. Il explique lui ensuite en conf, il dit: «Bah, moi j'ai eu le temps de travailler ça avec lui, à la trêve parce qu'il faisait pas partie des convoqués, et il est habitué à jouer à ce rôle-là, donc ça me dérange pas de le faire jouer ailier gauche». Mais il y a avant tout aussi un message qui est envoyé derrière tout ça, c'est que de faire jouer un latéral gauche, à la place de Vinicius en attaque, dans une équipe qui est quand même beaucoup pointée du doigt pour avoir très peu de pressing collectif, notamment très peu de joueurs offensivement qui reviennent faire les efforts défensivement. Heu, c'est un message aussi qu'envoie, Xabi Alonso à son vestiaire. Xabi Alonso, il a en tête aussi effectivement ce succès, dans le Classico. Quand il gagne le Classico, c'est, en ayant une défense hyper solide, un milieu de Ouais. terrain à 4 et avec un système finalement très défensif où tout le monde, ce soir-là, avait fait les efforts, ce qui est pas vraiment le cas des matchs, suivants quand même. Hem et voilà, lui, il se dit: «Bah, moi, j'ai gagné comme ça, Vinicius m'apporte pas forcément de garantie en termes de repli défensif» et c'était pas d'ailleurs pas plus le cas des 2 devant, qui étaient alignés hier soir, à savoir Rodrigo et Mbappé. Donc
bah, moi, je vais «blinder» entre guillemets mon attaque et mettre quelqu'un qui va être capable de défendre, de faire les replis et cetera. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné contre Elche, qui fonctionnait aussi dans un système enfin, lui, vraiment dans un système à 3 derrière avec des pistons qu'on fait très mal, au Real, malgré certains côtés comme le côté gauche finalement où il y avait Fran Garcia et Álvaro Carreras qui sont tous les 2 des latéraux. Et d'ailleurs, Xabi Alonso lui-même s'est remis en cause au fil du match et a fait rentrer un joueur comme Gonzalo Garcia qui avait très peu de temps de jeu cette saison, mais parce que voilà, il Ouais. y avait vraiment besoin d'un attaquant, axial et ce match nul contre Elche, finalement, il pose beaucoup de questions, si on regarde la presse madrilène, sur, effectivement cette patte, Xabi Alonso, mais sur aussi qu'est-ce qu'il fait en fait? Quel est son, objectif derrière tout ça? Parce qu'effectivement là, il fait passer un message, ce qui aurait pu être sans frais parce que ça reste un promu, hein, Elche, donc normalement le Real Madrid, peu importe le système, peu importe tout ça, est censé gagner quand on voit les individualités qu'ils peuvent proposer depuis le banc ou même dans le 11 titulaire. Mais, il y a une question à Madrid de se dire: «Qu'est-ce que fait Xabi Alonso?» Et ce dont on va peut-être moins parler dans la presse madrilène, c'est, pourquoi il en est arrivé là. Et ça a été beaucoup évoqué avant la trêve, à savoir que, bah, il avait une équipe, qui voulait pas forcément travailler, qui appréciait pas le fait qu'il passe autant d'heures, notamment à la vidéo et cetera, qui ne rejoint pas peut-être les idées de Xabi Alonso qui n'arrive pas à travailler avec lui. Xabi Alonso en conférence de presse, il était sur la défensive. Il a fait que Ouais. se défendre, que dire: «Le lien avec mes joueurs est bon, on s'entend de mieux en mieux chaque jour, on progresse tous ensemble, l'idée, globale est bonne, il y a une bonne motivation au sein du vestiaire». Il a dû vraiment se défendre de, son vestiaire, de ce qu'il met lui en place. Mais c'est vrai que on est fin novembre. Aujourd'hui, c'est très difficile d'annoncer un 11 type du Real Madrid, d'annoncer quelles sont les idées du Real Madrid, mais la faute, c'est un peu facile de retomber sur Xabi Alonso effectivement. Il y a peut-être d'autres fautes un peu plus profondes derrière avec, ce qui se passe au niveau du vestiaire. L'absence de Vinicius fait entre autres partie de ce contexte-là. Mais voilà, c'est beaucoup d'interrogations et avant un match, bon, heureusement, assez facile, contre l'Olympiakos en Ligue des Champions où ça devrait permettre de calmer un peu tout ça. Mais c'est vrai que 3 matchs consécutifs sans victoire pour le Real, c'est, bah, assez rare et c'est clair que très vite, la sonnette d'alarme est tirée. Il s'est passé des choses en coulisses aussi, à Madrid ce week-end. C'est Florentino Pérez qui a annoncé qu'il ouvrait la porte officiellement à un actionnaire minoritaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on en est arrivé là et qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce qu'on en dit en Espagne? Ouais, alors c'était une petite musique qui revenait un peu depuis un an parce qu'il y a un an, lors de cette même, conférence de presse, en fait, c'est une conférence qui est dédiée aux socios, qui a lieu tous les ans. Florentino Pérez avait déjà plus ou moins évoqué une évolution du modèle, socios, du modèle qui fait le Real Madrid, qui est aussi celui, par exemple, du Barça. OK. Hem et le Florentino Pérez a depuis été réélu. Donc, vraisemblablement, les socios étaient, pas trop réticents à cette idée-là, sans quoi, il aurait sans doute pas été réélu. Bon, il y avait pas de candidat face à lui, au moment des réélections, voilà. Mais, il a officialisé quelque chose qui revenait depuis plusieurs semaines maintenant dans la presse espagnole, alors qui est surtout évoqué par la presse, généraliste, la presse, économique et très peu côté, presse, sportive. C'est OK. un sujet qui est finalement très important hier, dans la conférence de presse de Florentino Pérez, mais c'est pas vraiment ce qui en ressort dans les médias espagnols. Donc c'est quand même un truc assez important à souligner, c'est que, Florentino Pérez, quand il a fait sa conférence de presse, il a d'abord, bon, bah, évidemment, remercié les anciens joueurs style Modric. Il a eu un hommage, un peu indélicat même, pour certaines, victimes de la saison passée. Heu et à la toute fin de cette conférence de presse, après avoir largement attaqué, l'arbitrage, la fédération, Tebas, le Barça et cetera, il a posé le sujet là, comme ça, pour, évoquer ce changement de système. Il est resté assez vague. Il a expliqué que, grosso modo, le but, ce serait d'avoir une société, mais qui ne serait pas une société anonyme comme ce qu'il y a dans l'ensemble des clubs, espagnols, qui OK. n'appartiennent pas aux socios, mais d'avoir un pourcentage dédié à un investisseur qui serait entre 5 et 10 maximum, c'est ce qu'il a annoncé,
Et cet, investisseur, en fait, il amènerait seulement du capital parce que, il assure que tout ce qui est décision et cetera reviendrait toujours dans les mains des socios, que ce serait toujours aux socios de voter, et que du coup les socios, eux, seraient titulaires plutôt d'un titre que d'un carnet de socios, un titre de propriété financière finalement, OK. qui serait cessible de génération en génération. Alors le problème, c'est que le modèle qu'il évoque là, c'est un modèle qui aujourd'hui n'existe pas parce qu'un titre, OK. de propriété financière aujourd'hui s'achète et ne se donne pas et encore moins, sur un cercle restreint comme celui qui est de la famille du coup comme énoncé. Donc pour l'instant, ça reste assez flou parce qu'on n'a pas les bases légales vraiment sur lesquelles, s'appuie, Florentino Pérez pour énoncer ça. Mais le vrai message derrière tout ça, c'est quand même que bah, lui, il estime qu'aujourd'hui, le modèle des socios du Real Madrid n'est pas viable à terme, même s'il insiste pour dire que c'est pas un aspect économique, financier, mais que c'est bien pour se défendre des ennemis du Real Madrid. Il y a quand même un aspect économique derrière, parce qu'en plus, quand on voit les familles, enfin les personnes qui sont intéressées pour acheter ces parts dans le Real Madrid, on parle notamment de la famille Arnaud. Donc c'est quand même des très, très, très grosses fortunes OK. mondiales. Donc, il y a une volonté du Real de se «réinventer» entre guillemets. Florentino Pérez a dit à maintes reprises que les socios seraient toujours garants de l'identité Real Madrid, mais que, entre guillemets, «le système actuel» et le fait d'avoir des clubs, notamment des multipropriétés ou des clubs États, fait que le Real Madrid, dans son modèle actuel, ne peut pas résister, au football moderne et qu'il y a donc cette OK. nécessité-là. Ça sera voté dans un référendum. On n'a encore pas la date, mais voilà, c'est un gros, gros bouleversement pour le modèle espagnol, même si ici, finalement, c'est pas, perçu, enfin, c'est pas, traité à outre mesure, en tout cas par la presse sportive. OK. Bon, écoute, on sera attentif à ce dossier qui est effectivement très, très intéressant côté Real, mais à plus court terme, on sera évidemment attentif aux performances des clubs espagnols cette semaine en Ligue des Champions. On aura l'occasion de reparler de tout ça dans le Tour d'Europe. Merci beaucoup, Anna, pour toutes ces analyses très complètes. On te retrouve très vite dans le Tour d'Europe et bonne semaine à toi. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le petit rappel habituel, mais n'hésitez pas à partager, à laisser votre commentaire, vos avis. Voilà, ça nous aide beaucoup. Vous pourrez retrouver Tour d'Europe évidemment tous les lundis sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Vous avez aussi niveau foot le FC Stream Team le vendredi. On vous souhaite une très belle semaine de foot européen et on se dit à lundi prochain. Salut.